Bonsoir. C'est parti, on y va pour la suite donc de Orgueil et préjugés de Jane Austen. Chapitre 8. À 5 heures, Mrs. Hurst et Miss Bingley allèrent s'habiller, et à 6h30, on annonçait à Elizabeth que le dîner était servi. Quand elle entra dans la salle à manger, elle fut assaillie de questions parmi lesquelles elle eut le plaisir de noter la sollicitude toute spéciale exprimée par Mr. Bingley. Comme elle répondait que l'état de Jane ne s'améliorait pas, les deux sœurs répétèrent 3 ou 4 fois qu'elles en étaient désolées, qu'un mauvais rhume était une chose bien désagréable et qu'elles-mêmes avaient horreur d'être malades. Après quoi, elles s'occupèrent d'autre chose, laissant à penser que Jane, hors de leur présence, ne comptait plus beaucoup pour elles, et cette indifférence réveilla aussitôt l'antipathie d'Elizabeth. Leur frère était vraiment la seule personne de la maison qu'elle jugea avec faveur. Son anxiété au sujet de l'état de Jane était manifeste, et ses attentions pour Elizabeth des plus aimables. Grâce à lui, elle avait moins l'impression d'être une intruse dans leur cercle familial. Parmi les autres, personne ne s'occupait beaucoup d'elle. Miss Bingley n'avait d'yeux que pour Mr. Darcy, sa sœur également. Mr. Hurst, qui se trouvait à côté d'Elizabeth, était un homme indolent qui ne vivait que pour manger, boire et jouer aux cartes, et lorsqu'il eut découvert que sa voisine préférait les plats simples aux mets compliqués, il ne trouva plus rien à lui dire. Le dîner terminé, elle remonta directement auprès de Jane. Elle avait à peine quitté sa place que Miss Bingley se mettait à faire son procès. Ses manières, mélange de présomption et d'impertinence, furent déclarées très déplaisantes. Elle était dépourvue de conversation et n'avait ni élégance, ni goût, ni beauté. Mrs. Hurst pensait de même et ajouta: il faut lui reconnaître une qualité, celle d'être une excellente marcheuse. Je n'oublierai jamais son arrivée ce matin, son aspect était inénarrable. En effet, Louisa, j'avais peine à garder mon sérieux. Est-ce assez ridicule de courir à la campagne pour une sœur enrhumée, et ses cheveux tout ébouriffés? Et son jupon! Avez-vous vu son jupon? Il avait bien un demi-pied de bout que sa robe n'arrivait pas à cacher. Votre description peut être très exacte, Louisa, dit Bingley, mais rien de tout cela ne m'a frappé. Miss Elizabeth Bennet m'a paru tout à fait à son avantage quand elle est arrivée ce matin, et je n'ai pas remarqué son jupon boueux. Vous, Mr. Darcy, vous l'avez remarqué, j'en suis sûre, dit Miss Bingley, et j'incline à penser que vous n'aimeriez pas voir votre sœur s'exhiber dans une telle tenue. Évidemment non. Faire ainsi je ne sais combien de miles dans la boue toute seule, à mon avis cela dénote un abominable esprit d'indépendance et un mépris des convenances des plus campagnards. À mes yeux, c'est une preuve très touchante de tendresse fraternelle, dit Bingley. Je crains bien, Mr. Darcy, observa confidentiellement Miss Bingley, que cet incident ne fasse tort à votre admiration pour les beaux yeux de Miss Elizabeth. En aucune façon, répliqua Darcy. La marche les avait rendus encore plus brillants. Un court silence suivit ces paroles, après lequel Mrs. Hurst reprit. J'ai beaucoup de sympathie pour Jane Bennet, qui est vraiment charmante, et je souhaite de tout cœur lui voir faire un joli mariage, mais avec une famille comme la sienne. Je crains bien qu'elle n'ait point cette chance. Il me semble vous avoir entendu dire qu'elle avait un oncle avoué à Meryton. Oui, et un autre à Londres qui habite quelque part du côté du Cheapside. Quartier des plus élégants, ajouta sa sœur, et toutes deux se mirent à rire aux éclats. Et quand elles auraient des oncles à en remplir Cheapside, s'écria Bingley, ce n'est pas cela qui les rendrait moins aimables. Oui, mais cela diminuerait singulièrement leurs chances de se marier dans la bonne société, répliqua Darcy. Bingley ne dit rien, mais ses sœurs approuvèrent chaleureusement, et pendant quelque temps encore donnèrent libre cours à leur gaieté aux dépens de la parenté vulgaire de leur excellente amie. Cependant, reprises par un accès de sollicitude, elles montèrent à sa chambre en quittant la salle à manger, et restèrent auprès d'elle jusqu'à ce que l'on les appelât pour le café. Jane souffrait toujours beaucoup, et sa sœur ne voulait pas la quitter. Cependant, tard dans la soirée, ayant eu le soulagement de la voir s'endormir, elle se dit qu'il serait plus correct, sinon plus agréable, de descendre un moment. En entrant dans le salon, elle trouva toute la société en train de jouer à la mouche, et fut immédiatement priée de se joindre à la partie. Comme elle soupçonnait qu'on jouait gros jeu, elle déclina l'invitation, et, donnant comme excuse son rôle de garde-malade, dit qu'elle prendrait volontiers un livre pendant les quelques instants où elle pouvait rester en bas. Mr. Hurst la regarda stupéfait. Préféreriez-vous la lecture aux cartes demanda-t-il. Quel goût singulier. Miss Elizabeth Bennet dédaigne les cartes, répondit Miss Bingley, et la lecture est son unique passion.
Je ne mérite ni cette louange, ni ce reproche, répliqua Élisabeth. Je ne suis point aussi fervente de lecture que vous l'affirmez, et je prends plaisir à beaucoup d'autres choses. Vous prenez plaisir, j'en suis sûre, à soigner votre sœur, intervint Bingley, et j'espère que ce plaisir sera bientôt redoublé par sa guérison. Élisabeth remercia cordialement, puis se dirigea vers une table où elle voyait quelques livres. Bingley, aussitôt, lui offrit d'aller en chercher d'autres. Pour votre agrément, comme pour ma réputation, je souhaiterais avoir une bibliothèque mieux garnie. Mais voilà, je suis très paresseux, et bien que je possède peu de livres, je ne les ai même pas tous lus. Je suis surprise, dit Miss Bingley, que mon père ait laissé si peu de livres. Mais vous, Mr. Darcy, quelle merveilleuse bibliothèque vous avez à Pemberley? Rien d'étonnant à cela, répondit-il, car elle est l'œuvre de plusieurs générations. Et vous-même travaillez encore à l'enrichir. Vous êtes toujours en train d'acheter des livres. Je ne comprends pas qu'on puisse négliger une bibliothèque de famille. Je suis sûre que vous ne négligez rien de ce qui peut ajouter à la splendeur de votre belle propriété. Charles, lorsque vous vous ferez bâtir une résidence, je vous conseille sérieusement d'acheter le terrain aux environs de Pemberley et de prendre le manoir de Mr. Darcy comme modèle. Il n'y a pas en Angleterre de plus beau comté que le Derbyshire. Certainement. J'achèterai même Pemberley si Darcy peut me le vendre. Charles, je parle de choses réalisables. Ma parole, Caroline, je crois qu'il serait plus facile d'acheter Pemberley que de le copier. Élisabeth, intéressée par la conversation, se laissa distraire de sa lecture. Elle posa bientôt son livre et, s'approchant de la table, prit place entre Mr. Bingley et sa sœur aînée pour suivre la partie. Miss Darcy a-t-elle beaucoup changé depuis ce printemps dit Miss Bingley. Promet-elle d'être aussi grande que moi? Je crois que oui. Elle est maintenant à peu près de la taille de Miss Elizabeth ou même plus grande. Comme je serais heureuse de la revoir. Je n'ai jamais rencontré personne qui me fût plus sympathique. Elle a des manières si gracieuses, elle est si accomplie pour son âge. Son talent de pianiste est vraiment remarquable. Je voudrais savoir, dit Bingley, comment font les jeunes filles pour acquérir tant de talent. Toutes savent peindre de petites tables, broder des éventails, tricoter des bourses. Je n'en connais pas une qui ne sache faire tout cela. Jamais je n'ai entendu parler d'une jeune fille sans être aussitôt informée qu'elle était parfaitement accomplie. Ce n'est que trop vrai, dit Darcy. On qualifie ainsi nombre de femmes qui ne savent en effet que broder un écran ou tricoter une bourse, mais je ne puis souscrire à votre jugement général sur les femmes. Pour ma part, je n'en connais pas dans mes relations plus d'une demi-douzaine qui méritent réellement cet éloge. Alors, observa Élisabeth, c'est que vous faites entrer beaucoup de choses dans l'idée que vous vous formez d'une femme accomplie. Beaucoup, en effet. Oh, sans doute, s'écria Miss Bingley, sa fidèle alliée. Pour qu'une femme soit accomplie, il faut qu'elle ait une connaissance approfondie de la musique, du chant, de la danse et des langues étrangères. Mais il faut encore qu'elle ait dans l'air, la démarche, le son de la voix, la manière de s'exprimer, un certain quelque chose, faute de quoi ce qualificatif ne serait qu'à demi mérité. Et à tout ceci, ajouta Mr. Darcy, elle doit joindre un avantage plus essentiel encore, en cultivant son intelligence par de nombreuses lectures. S'il en est ainsi, je ne suis pas surprise que vous ne connaissiez pas plus d'une demi-douzaine de femmes accomplies. Je m'étonne plutôt que vous en connaissiez autant. Êtes-vous donc si sévère pour votre propre sexe? Non, mais je n'ai jamais vu réuni tant de capacités, tant de goût, d'application et d'élégance. Mrs. Hurst et Miss Bingley protestèrent en chœur contre l'injustice d'Élisabeth, affirmant qu'elle connaissait beaucoup de femmes répondant à ce portrait, lorsque Mr. Hurst les rappela à l'ordre en se plaignant amèrement de ce que personne ne prêtait attention au jeu. La conversation se trouvant suspendue, Élisabeth quitta peu après le salon. Élisabeth Bennet, dit Miss Bingley, dès que la porte fut refermée, est de ces jeunes filles qui cherchent à se faire valoir auprès de l'autre sexe en dénigrant le leur, et je crois que beaucoup d'hommes s'y laissent prendre. Mais c'est à mon avis un artifice bien méprisable. Sans aucun doute, répliqua Darcy, à qui ces paroles s'adressaient spécialement. Il y a quelque chose de méprisable dans tous les artifices que les femmes s'abaissent à mettre en œuvre pour nous séduire. Miss Bingley fut trop peu satisfaite par cette réponse pour insister davantage sur ce sujet. Lorsque Élisabeth reparut, ce fut seulement pour dire que sa sœur était moins bien et qu'il lui était impossible de la quitter. Bingley insistait pour qu'on allât chercher immédiatement Mr. Jones, tandis que ses sœurs, dédaignant ce praticien rustique,
jugeait qu'il vaudrait mieux envoyer un expert à Londres pour amener un des meilleurs médecins. Elizabeth écarta formellement cette idée, mais elle accepta le conseil de Mr. Bingley, et il fut convenu qu'on irait dès le matin chercher Mr. Jones si la nuit n'apportait aucune amélioration à l'état de Miss Bennet. Bingley avait l'air très inquiet, et ses sœurs se déclaraient navrées, ce qui ne les empêcha pas de chanter des duos après le souper, tandis que leur frère calmait son anxiété en faisant à la femme de charge 1000 recommandations pour le bien-être de la malade et de sa sœur. Chapitre 9. Elizabeth passa la plus grande partie de la nuit auprès de Jane. Mais le matin, elle eut le plaisir de donner de meilleures nouvelles à la domestique venue de bonne heure de la part de Mr. Bingley, puis, un peu plus tard, avec 2 élégantes caméristes attachées au service de ses sœurs. En dépit de cette amélioration, elle demanda qu'on fît porter à Longbourn un billet où elle priait sa mère de venir voir Jane pour juger elle-même de son état. Le billet fut aussitôt porté, et la réponse arriva peu après le déjeuner sous la forme de Mrs. Bennet, escortée de ses 2 plus jeunes filles. Mrs. Bennet, si elle avait trouvé Jane en danger, aurait été certainement bouleversée. Mais constatant que son indisposition n'avait rien d'alarmant, elle ne désirait nullement la voir se rétablir trop vite, sa guérison devant avoir pour conséquence son départ de Netherfield. Avec cette arrière-pensée, elle refusa d'écouter Jane qui demandait à être transportée à Longbourn. Au reste, le médecin, arrivé à peu près au même moment, ne jugeait pas non plus la chose raisonnable. Quand elles eurent passé quelques instants avec Jane, Miss Bingley emmena ses visiteuses dans le petit salon, et Bingley vint exprimer à Mrs. Bennet l'espoir qu'elle n'avait pas trouvé sa fille plus souffrante qu'elle ne s'y attendait. En vérité, si, monsieur, répondit-elle, elle est beaucoup trop malade pour qu'on puisse la transporter à la maison. Mr. Jones dit qu'il n'y faut pas penser. Nous voilà donc obligés d'abuser encore de votre hospitalité. La transporter chez vous, s'écria Bingley. Mais la question ne se pose même pas. Ma sœur s'y refuserait absolument. Vous pouvez être sûre, madame, dit Miss Bingley avec une froide politesse, que Miss Bennet, tant qu'elle restera ici, recevra les soins les plus empressés. Mrs. Bennet se confondit en remerciements. Si vous ne vous étiez pas montré aussi bon, je ne sais ce qu'elle serait devenue, car elle est vraiment malade et souffre beaucoup, bien qu'avec une patience angélique comme à l'ordinaire. Cette enfant a le plus délicieux caractère qu'on puisse imaginer, et je dis souvent à mes autres filles qu'elles sont loin de valoir leur sœur. Cette pièce est vraiment charmante, Mr. Bingley, et quelle jolie vue sur cette allée sablée. Je ne connais pas dans tout le voisinage une propriété aussi agréable que Netherfield. Vous n'êtes pas pressé de le quitter, je pense, bien que vous n'ayez pas fait un long bail. Mes résolutions, madame, sont toujours prises rapidement, et si je décidais de quitter Netherfield, la chose serait probablement faite en un quart d'heure. Pour l'instant, je me considère comme fixée ici définitivement. Voilà qui ne me surprend pas de vous, dit Elizabeth. Et quoi, fit-il en se tournant vers elle, vous commencez déjà à me connaître? Oui, je commence à vous connaître parfaitement. Je voudrais voir dans ces mots un compliment, mais je crains qu'il ne soit pas très flatteur d'être pénétré aussi facilement. Pourquoi donc? Une âme profonde et compliquée n'est pas nécessairement plus estimable que la vôtre. Lizzie, s'écria sa mère, rappelez-vous où vous êtes et ne discourez pas avec la liberté qu'on vous laisse prendre à la maison. Je ne savais pas, poursuivit Bingley, que vous aimiez vous livrer à l'étude des caractères. La campagne, dit Darcy, ne doit pas vous fournir beaucoup de sujets d'étude. La société y est généralement restreinte et ne change guère. Oui, mais les gens eux-mêmes changent tellement qu'il y a toujours du nouveau à observer. Assurément, intervint Mrs. Bennet, froissée de la façon dont Darcy parlait de leur entourage, et je vous assure que sur ce point, la province ne le cède en rien à la capitale. Quels sont après tout les grands avantages de Londres, à part les magasins et les lieux publics? La campagne est beaucoup plus agréable, n'est-ce pas, Mr. Bingley? Quand je suis à la campagne, je ne souhaite point la quitter, et quand je me retrouve à Londres, je suis exactement dans les mêmes dispositions. Et c'est que vous avez un heureux caractère. Mais ce gentleman, et Mrs. Bennet lança un regard dans la direction de Darcy, semble mépriser la province. En vérité, maman, s'écria Elizabeth, vous vous méprenez sur les paroles de Mr. Darcy. Il voulait seulement dire qu'on ne rencontre pas en province une aussi grande variété de gens qu'à Londres, et vous devez reconnaître qu'il a raison. Certainement, ma chère enfant, personne ne le conteste, mais il ne faut pas dire que nous ne voyons pas grand monde ici. Pour notre part, nous échangeons des invitations à dîner avec 24 familles. La sympathie de Mr. Bingley pour Elizabeth l'aida seule à garder son sérieux. Sa sœur, moins délicate,
regarda Mr. Darcy avec un sourire significatif. Elizabeth, voulant changer de conversation, demanda à sa mère si Charlotte Lucas était venue à Longbourn depuis son départ. « Oui, nous l'avons vu hier ainsi que son père. Quel homme charmant que Sir William, n'est-ce pas, Mr. Bingley ? Distingué, naturel, ayant toujours un mot aimable à dire à chacun. C'est pour moi le type de l'homme bien élevé, au contraire de ces gens tout gonflés de leur importance qui ne daignent même pas ouvrir la bouche. Charlotte a-t-elle dîné avec vous ? Non. Elle a tenu à retourner chez elle, où on l'attendait, je crois, pour la confection des tartelettes. Quant à moi, Mr. Bingley, je m'arrange pour avoir des domestiques capables de faire seuls leurs besognes, et mes filles ont été élevées autrement. Mais chacun juge à sa manière, et les demoiselles Lucas sont fort gentilles. C'est dommage seulement qu'elles ne soient pas plus jolies. Non pas que je trouve Charlotte vraiment laide, mais aussi c'est une amie tellement intime. Elle m'a semblé fort aimable, dit Bingley. Oh, certainement, mais il faut bien reconnaître qu'elle n'est pas jolie. Mrs. Lucas en convient elle-même et nous envie la beauté de Jane. Certes, je n'aime pas faire l'éloge de mes enfants, mais une beauté comme celle de Jane se voit rarement. À peine âgée de 15 ans, elle a rencontré à Londres, chez mon frère Gardiner, un monsieur à qui elle plut tellement que ma belle-sœur s'attendait à ce qu'il la demandât en mariage. Il n'en fit rien toutefois, sans doute la trouvait-il trop jeune, mais il a écrit sur elle des vers tout à fait jolis. Et ainsi, dit Élisabeth avec peu d'importance, se termina cette grande passion. Ce n'est pas la seule dont on ait triomphé de cette façon, et je me demande qui le premier a eu l'idée de se servir de la poésie pour se guérir de l'amour. J'avais toujours été habitué, dit Darcy, à considérer la poésie comme l'aliment de l'amour. Oh, d'un amour vrai, sain et vigoureux peut-être. Tout fortifie ce qui est déjà fort. Mais lorsqu'il s'agit d'une pauvre petite inclination, je suis sûre qu'un bon sonnet peut en avoir facilement raison. Darcy répondit par un simple sourire. Dans la crainte d'un nouveau discours intempestif de sa mère, Élisabeth aurait voulu continuer. Mais avant qu'elle eût pu trouver un autre sujet de conversation, Mrs. Bennet avait recommencé la litanie de ses remerciements pour l'hospitalité offerte à ses deux filles. Mr. Bingley répondit avec naturel et courtoisie, sa sœur avec politesse, sinon avec autant de bonne grâce et satisfaite. Mrs. Bennet ne tarda pas à redemander sa voiture. À ce signal, Lydia s'avança. Elle avait chuchoté avec Kitty tout le temps de la visite, et toutes deux avaient décidé de rappeler à Mr. Bingley la promesse qu'il avait faite à son arrivée de donner un bal à Netherfield. Lydia était une belle fille fraîche, joyeuse et pleine d'entrain. Bien qu'elle n'eût que 15 ans, sa mère, dont elle était la préférée, la conduisait déjà dans le monde. Les assiduités des officiers de la milice qu'attiraient les bons dîners de son oncle et qu'encourageait sa liberté d'allure avaient transformé son assurance naturelle en un véritable aplomb. Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce qu'elle rappelât à Mr. Bingley sa promesse en ajoutant que ce serait vraiment honteux s'il ne la tenait pas. La réponse de Mr. Bingley à cette brusque mise en demeure dut charmer les oreilles de Mrs. Bennet. Je vous assure que je suis tout prêt à tenir mes engagements, et dès que votre sœur sera remise, vous fixerez vous-même le jour. Vous n'auriez pas le cœur, je pense, de danser pendant qu'elle est malade. Lydia se déclara satisfaite. En effet, ce serait mieux d'attendre la guérison de Jane, et puis, à ce moment, sans doute, le capitaine Carter serait revenu à Meryton. Et quand vous aurez donné votre bal, ajouta-t-elle, j'insisterai auprès du colonel Forster pour que les officiers en donnaient également. Mrs. Bennet et ses filles prirent alors congé. Élisabeth remonta immédiatement auprès de Jane, laissant à ces dames et à Mr. Darcy la liberté de critiquer à leur aise son attitude et celle de sa famille. Chapitre 10. La journée s'écoula, assez semblable à la précédente. Mrs. Hurst et Miss Bingley passèrent quelques heures de l'après-midi avec la malade qui continuait, bien que lentement, à se remettre, et dans la soirée, Élisabeth descendit rejoindre ses hôtes au salon. La table de jeu cette fois n'était pas dressée. Mr. Darcy écrivait une lettre et Miss Bingley, assise auprès de lui, l'interrompait à chaque instant pour le charger de messages pour sa sœur. Mr. Hurst et Mr. Bingley faisaient une partie de piquet que suivait Mrs. Hurst. Élisabeth prit un ouvrage, mais fut bientôt distraite par les propos échangés entre Darcy et sa voisine. Les compliments que lui adressait constamment celle-ci sur l'élégance et la régularité de son écriture ou sur la longueur de sa lettre, et la parfaite indifférence avec laquelle ces louanges étaient accueillies, formaient une amusante opposition, tout en confirmant l'opinion qu'Élisabeth se faisait de l'un et de l'autre. Comme Miss Darcy sera contente de recevoir une si longue lettre ? Point de réponse. Vous écrivez vraiment avec une rapidité merveilleuse.
Erreur, j'écris plutôt lentement. Vous direz à votre sœur qu'il me tarde beaucoup de la voir. Je le lui ai déjà dit une fois à votre prière. Votre plume grince. Passez-la moi, j'ai un talent spécial pour tailler les plumes. Je vous remercie, mais c'est une chose que je fais toujours moi-même. Comment pouvez-vous écrire si régulièrement? Dites à votre sœur que j'ai été enchantée d'apprendre les progrès qu'elle a fait sur la harpe. Dites-lui aussi que son petit croquis m'a plongé dans le ravissement. Il est beaucoup plus réussi que celui de Miss Grantley. Me permettez-vous de réserver pour ma prochaine lettre l'expression de votre ravissement? Actuellement, il ne me reste plus de place. Oh, cela n'a pas d'importance. Je verrai du reste votre sœur en janvier. Lui écrivez-vous chaque fois d'aussi longues et charmantes missives, Mr. Darcy? Longues, oui. Charmantes, ce n'est pas à moi de les juger telles. À mon avis, des lettres écrites avec autant de facilité sont toujours agréables. Votre compliment tombe à faux, Caroline, s'écria son frère. Darcy n'écrit pas avec facilité. Il recherche trop les mots savants, les mots de 4 syllabes. N'est-ce pas, Darcy? Mon style épistolaire est évidemment très différent du vôtre. Oh, s'écria Miss Bingley. Charles écrit d'une façon tout à fait désordonnée. Il oublie la moitié des mots et barbouille le reste. Les idées se pressent sous ma plume si abondante que je n'ai même pas le temps de les exprimer. C'est ce qui explique pourquoi mes lettres en sont quelquefois totalement dépourvues. Votre humilité devrait désarmer la critique, Mr. Bingley, dit Elizabeth. Humilité apparente, dit Darcy, et dont il ne faut pas être dupe. Ce n'est souvent que dédain de l'opinion d'autrui, et parfois même prétention dissimulée. Lequel de ces 2 termes appliquez-vous au témoignage de modestie que je viens de vous donner? Le second. Au fond, vous êtes fier des défauts de votre style et vous attribuez à la rapidité de votre pensée et à une insouciance d'exécution que vous jugez originale. On est toujours fier de faire quelque chose rapidement et l'on ne prend pas garde aux imperfections qui en résultent. Lorsque vous avez dit ce matin à Mrs. Bingley que vous décideriez en 5 minutes à quitter Netherfield, vous entendiez provoquer son admiration. Pourtant, qu'y a-t-il de si louable dans une précipitation qui oblige à laisser inachevées des affaires importantes et qui ne peut être d'aucun avantage à soi ni à personne? Allons, allons, s'écria Bingley. On ne doit pas rappeler le soir les sottises qui ont été dites le matin. Et cependant, sur mon honneur, j'étais sincère, et ne songeais nullement à me faire valoir devant ces dames par une précipitation aussi vaine. J'en suis convaincu, mais j'ai moins de certitude quant à la promptitude de votre départ. Comme tout le monde, vous êtes à la merci des circonstances, et si au moment où vous montez à cheval, un ami venait vous dire « Bingley, vous feriez mieux d'attendre jusqu'à la semaine prochaine. Il est plus que probable que vous ne partiriez pas. Un mot de plus, et vous resteriez un mois. » Vous nous prouvez par là, s'écria Elizabeth, que Mr. Bingley s'est calomnié, et vous le faites valoir ainsi bien plus qu'il ne l'a fait lui-même. Je suis très touché, répondit Bingley, de voir transformer la critique de mon ami en un éloge de bon caractère. Mais je crains que vous ne trahissiez sa pensée, car il m'estimerait sûrement davantage si en une telle occasion je refusais tout net, sautais à cheval et m'éloignais à bride abattue. Mr. Darcy estime donc que votre entêtement à exécuter votre décision rachèterait la légèreté avec laquelle vous l'auriez prise? J'avoue qu'il m'est difficile de vous dire au juste ce qu'il pense. Je lui passe la parole. Vous me donnez à défendre une opinion que vous m'attribuez tout à fait gratuitement? Admettons cependant le cas en question. Rappelez-vous, Miss Bennet, que l'ami qui cherche à le retenir ne lui offre aucune raison pour le décider à rester. Alors, céder aimablement à la requête d'un ami n'est pas un mérite à vos yeux? Non. Céder sans raison ne me paraît être honorable ni pour l'un ni pour l'autre. Il me semble, Mr. Darcy, que vous comptez pour rien le pouvoir de l'affection. On cède souvent à une demande par pure amitié sans avoir besoin d'y être décidé par des motifs ou des raisonnements. Laissons pour l'instant jusqu'à ce qu'il se présente le cas que vous avez imaginé pour Mr. Bingley. D'une façon générale, si quelqu'un sollicite un ami de modifier une résolution, d'ailleurs peu importante, blâmerez-vous ce dernier d'y consentir sans attendre qu'on lui donne des arguments capables de le persuader? Avant de pousser plus loin ce débat, ne conviendrait-il pas de préciser l'importance de la question, aussi bien que le degré d'intimité des 2 amis? Alors, interrompit Bingley, n'oublions aucune des données du problème, y compris la taille et le poids des personnages, ce qui compte plus que vous ne croyez, Miss Bennet. Je vous assure que si Darcy n'était pas un gaillard si grand et si vigoureux, je ne lui témoignerais pas moitié autant de déférence.
Vous ne pouvez pas vous imaginer la crainte qu'il m'inspire parfois, chez lui en particulier le dimanche soir lorsqu'il n'a rien à faire. Mr. Darcy sourit, mais Elizabeth crut deviner qu'il était un peu vexé et se retint de rire. Miss Bingley, indignée, reprocha à son frère de dire tant de sottises. « Je vois ce que vous cherchez, Bingley, lui dit son ami. Vous n'aimez pas les discussions et voulez mettre un terme à celles-ci. Je ne dis pas non. Les discussions ressemblent trop à des querelles. Si vous et Miss Bennet voulez bien attendre que je sois hors du salon, je vous en serai très reconnaissant et vous pourrez dire de moi tout ce que vous voudrez. Ce ne sera pas pour moi un grand sacrifice, dit Elizabeth, et Mr. Darcy de son côté ferait mieux de terminer sa lettre. Mr. Darcy suivit ce conseil, et quand il eut fini d'écrire, il pria Miss Bingley et Elizabeth de bien vouloir faire un peu de musique. Miss Bingley s'élança vers le piano, et après avoir poliment offert à Elizabeth de jouer la première, ce que celle-ci refusa avec autant de politesse et plus de conviction, elle s'installa elle-même devant le clavier. Mrs. Hurst chanta accompagnée de sa sœur. Elizabeth, qui feuilletait des partitions éparses sur le piano, ne put s'empêcher de remarquer que le regard de Mr. Darcy se fixait souvent sur elle. Il était impossible qu'elle inspirait un intérêt flatteur à ce hautain personnage. D'autre part, supposer qu'il la regardait parce qu'elle lui déplaisait était encore moins vraisemblable. Sans doute finit-elle par se dire « Y a-t-il en moi quelque chose de répréhensible qui attire son attention ?» Cette supposition ne la troubla point. Il ne lui était pas assez sympathique pour qu'elle se souciât de son opinion. Après avoir joué quelques chansons italiennes, Miss Bingley, pour changer, attaqua un air écossais vif et alerte. « Est-ce que cela ne vous donne pas grande envie de danser un réel, Miss Bennet ?» dit Darcy en s'approchant. Elizabeth sourit, mais ne fit aucune réponse. Un peu surpris de son silence, il répéta sa question. « Oh, dit-elle, je vous avais bien entendu la première fois, mais je ne savais tout d'abord que vous répondre. Vous espériez, j'en suis sûre, que je dirais oui, pour pouvoir ensuite railler mon mauvais goût. Mais j'ai toujours plaisir à déjouer de tels desseins et à priver quelqu'un de l'occasion de se moquer de moi. Je vous répondrai donc que je n'ai aucune envie de danser un réel, et maintenant, riez de moi si vous l'osez. Je ne me le permettrai certainement pas. » Élisabeth, qui pensait l'avoir vexée, fut fort étonnée de cette aimable réponse, mais il y avait chez elle un mélange d'espièglerie et de charme qui empêchait ses manières d'être blessantes, et jamais encore une femme n'avait exercé sur Darcy une pareille séduction. En vérité, pensait-il, sans la vulgarité de sa famille, je courrais quelque danger. Miss Bingley était assez clairvoyante pour que sa jalousie fût en éveil, et sa sollicitude pour la santé de cette chère Jane se doublait du désir d'être débarrassée d'Elizabeth. Elle essayait souvent de rendre la jeune fille antipathique à Darcy en plaisantant devant lui sur leur prochain mariage et sur le bonheur qui l'attendait dans une telle alliance. « J'espère, lui dit-elle le lendemain, tandis qu'il se promenait dans la charmille, que lors de cet heureux événement, vous donnerez à votre belle-mère quelques bons conseils sur la nécessité de tenir sa langue et que vous essayerez de guérir vos belles-sœurs de leur passion pour les militaires. Et s'il m'est permis d'aborder un sujet aussi délicat, ne pourriez-vous faire aussi disparaître cette pointe d'impertinence et de suffisance qui caractérise la dame de vos pensées? Avez-vous d'autres conseils à me donner en vue de mon bonheur domestique? Encore ceci, n'oubliez pas de mettre les portraits de l'oncle et de la tante Phillips dans votre galerie à Pemberley et placez-les à côté de celui de votre grand-oncle le juge. Ils sont à peu près de la même profession, n'est-ce pas? Quant à votre Élisabeth, inutile d'essayer de la faire peindre. Quel artiste serait capable de rendre des yeux aussi admirables? À ce moment, Mrs. Hurst et Elizabeth débouchèrent d'une allée transversale. « Je ne savais pas que vous vous promeniez aussi, dit Miss Bingley, un peu confuse à l'idée qu'on ait pu surprendre sa conversation avec Darcy. C'est très mal à vous, répondit Mrs. Hurst, d'avoir disparu ainsi sans nous dire que vous sortiez. Et, s'emparant de l'autre bas de Mr. Darcy, elle laissa Elizabeth seule en arrière. On ne pouvait marcher dans le sentier qu'à trois de front. Mr. Darcy, conscient de l'impolitesse de ses compagnes, dit aussitôt « Cette allée n'est pas assez large. Si nous allions dans l'avenue… » « Non, non, dit Elizabeth en riant. Vous faites à vous trois un groupe charmant dont ma présence romprait l'harmonie. Adieu. » Et elle s'enfuit gaiement, heureuse à l'idée de se retrouver bientôt chez elle. Jane se remettait si bien qu'elle avait l'intention de quitter sa chambre 1 heure ou 2 ce soir-là. Chapitre 11. Lorsque les dames se levèrent de table à la fin du dîner, Elizabeth remonta en courant chez sa sœur, et, après avoir veillé à ce qu'elle fût bien couverte, redescendit avec elle au salon. Jane fut accueillie par ses amies avec de grandes démonstrations de joie. Jamais Elizabeth ne les avait vues aussi aimables que pendant l'heure qui suivit. Elle avait vraiment le don de la conversation, pouvait faire le récit détaillé d'une partie de plaisir,
conter une anecdote avec humour et se moquer de leur relation avec beaucoup d'agrément. Mais quand les messieurs rentrèrent au salon, Jane passa soudain au second plan. Mr. Darcy, dès son entrée, fut interpellé par Miss Bingley, mais il s'adressa d'abord à Miss Bennet pour la féliciter poliment de sa guérison. Mr. Hurst lui fit aussi un léger salut en murmurant « enchanté », mais l'accueil de Bingley se distingua par sa chaleur et sa cordialité. Plein de joie et de sollicitude, il passa la première demi-heure à empiler du bois dans le feu de crainte que Jane ne souffrît du changement de température. Sur ces instances, elle dut se placer de l'autre côté de la cheminée afin d'être plus loin de la porte. Il s'assit alors auprès d'elle et se mit à l'entretenir sans plus s'occuper des autres. Élisabeth, qui travaillait un peu plus loin, observait cette petite scène avec une extrême satisfaction. Après le thé, Mr. Hurst réclama sans succès la table de jeu. Sa belle-sœur avait découvert que Mr. Darcy n'appréciait pas les cartes. Elle affirma que personne n'avait envie de jouer et le silence général parut lui donner raison. Mr. Hurst n'eut donc aucune ressource que de s'allonger sur un sofa et de s'y endormir. Darcy prit un livre, Miss Bingley en fit autant. Mrs. Hurst, occupée surtout à jouer avec ses bracelets et ses bagues, plaçait un mot de temps en temps dans la conversation de son frère et de Miss Bennet. Miss Bingley était moins absorbée par sa lecture que celle de Mr. Darcy, et ne cessait de lui poser des questions ou d'aller voir à quelle page il en était. Mais ses tentatives de conversation restaient infructueuses. Il se contentait de lui répondre brièvement sans interrompre sa lecture. À la fin, lasse de s'intéresser à un livre qu'elle avait pris uniquement parce que c'était le second volume de l'ouvrage choisi par Darcy, elle dit en étouffant un bâillement. « Quelle agréable manière de passer une soirée! Nul plaisir, vraiment, ne vaut la lecture. On ne s'en lasse jamais tandis qu'on se lasse du reste. Lorsque j'aurai une maison à moi, je serai bien malheureux si je n'ai pas une telle belle bibliothèque. » Personne n'ayant répondu, elle bâilla encore une fois, mit son livre de côté et jeta les yeux autour d'elle en quête d'une autre distraction. Entendant alors son frère parler d'un bal à Miss Bennet, elle se tourna doucement de son côté en disant « À propos, Charles, est-ce sérieusement que vous songez à donner un bal à Netherfield ? Vous feriez mieux de nous consulter tous avant de rien décider. Si je ne me trompe, pour certains d'entre vous, ce bal serait plutôt une pénitence qu'un plaisir. » « Si c'est à Darcy que vous pensez, répliqua son frère, libre à lui d'aller se coucher à 8 heures ce soir-là. Quant au bal, c'est une affaire décidée, et dès que Nichols aura préparé assez de blanc manger, j'enverrai mes invitations. Les bals me plairaient davantage s'ils étaient organisés d'une façon différente. Ces sortes de réunions sont d'une insupportable monotonie. Ne serait-il pas beaucoup plus raisonnable d'y donner la première place à la conversation et non à la danse ? Ce serait beaucoup mieux, sans nul doute, ma chère Caroline, mais ce ne serait plus un bal. Miss Bingley ne répondit point, et, se levant, se mit à se promener à travers le salon. Elle avait une silhouette élégante et marchait avec grâce, mais Darcy, dont elle cherchait à attirer l'attention, restait inexorablement plongé dans son livre. En désespoir de cause, elle voulut tenter un nouvel effort, et se tournant vers Élisabeth. « Miss Eliza Bennet, dit-elle, suivez donc mon exemple et venez faire le tour du salon. Cet exercice est d'un délassement, je vous assure, quand on est resté si longtemps immobile. » Élisabeth, bien que surprise, consentit, et le but secret de Miss Bingley fut atteint. Mr. Darcy leva les yeux. Cette sollicitude nouvelle de Miss Bingley à l'égard d'Élisabeth le surprenait autant que celle-ci, et, machinalement, il ferma son livre. Il fut aussitôt prié de se joindre à la promenade, mais il déclina l'invitation. Il ne voyait, dit-il, que 2 motifs pour les avoir décidés à faire les 100 pas ensemble, et dans un cas comme dans l'autre jugeait inopportun de se joindre à elle. Que signifiaient ces paroles ? Miss Bingley mourait d'envie de le savoir, et demanda à Élisabeth si elle comprenait. « Pas du tout, répondit-elle, mais soyez sûre qu'il y a là-dessous une méchanceté à notre adresse. Le meilleur moyen de désappointer Mr. Darcy est donc de ne rien lui demander. » Mais désappointer Mr. Darcy était pour Miss Bingley une chose impossible, et elle insista pour avoir une explication. « Rien n'empêche que je vous la donne, dit-il, dès qu'elle lui permit de placer une parole. Vous avez choisi ce passe-temps soit parce que vous avez des confidences à échanger, soit pour nous faire admirer l'élégance de votre démarche. Dans le premier cas, je serai de trop entre vous, et dans le second, je suis mieux placée pour vous contempler assis au coin du feu. »« Quelle abomination !» s'écria Miss Bingley. « A-t-on jamais entendu rien de pareil ? Comment pourrions-nous le punir d'un tel discours ? C'est bien facile, si vous en avez réellement le désir. Taquinez-le, moquez-vous de lui. Vous êtes assez intime pour savoir comment vous y prendre. Mais pas le moins du monde, je vous assure. Le moyen de s'attaquer à un homme d'un calme aussi imperturbable et d'une telle présence d'esprit, non, non, c'est être vaincu d'avance. Nous n'aurons pas l'impudence de rire de lui sans sujet. Mr. Darcy peut donc triompher. »« Comment ? On ne peut pas rire de Mr. Darcy ?
Il possède là un avantage bien rare. Miss Bingley, dit celui-ci, me fait trop d'honneur. Les hommes les meilleurs et les plus sages, ou si vous le voulez, les meilleurs et les plus sages de leurs actes, peuvent toujours être tournés en ridicule par ceux qui ne songent qu'à plaisanter. J'espère, dit Élisabeth, que je ne suis pas de ce nombre et que je ne tourne jamais en ridicule ce qui est respectable. Les sottises, les absurdités, les caprices d'autrui me divertissent, je l'avoue, et j'en ris chaque fois que j'en ai l'occasion. Mais Mr. Darcy, je le suppose, n'a rien à faire avec de telles faiblesses. Peut-être est-ce difficile, mais j'ai pris à tâche d'éviter les faiblesses en question, car elles amoindrissent les esprits les mieux équilibrés. La vanité et l'orgueil, par exemple? Oui, la vanité est véritablement une faiblesse, mais l'orgueil, chez un esprit supérieur, se tiendra toujours dans de justes limites. Élisabeth se détourna pour cacher un sourire. Avez-vous fini l'examen de Mr. Darcy demanda Miss Bingley. Pouvons-nous en savoir le résultat? Certainement. Mr. Darcy n'a pas de défaut. Il l'avoue lui-même sans aucune fausse honte. Non, dit Darcy, je suis bien loin d'être aussi présomptueux. J'ai bon nombre de défauts, mais je me flatte qu'ils n'affectent pas mon jugement. Je n'ose répondre de mon caractère. Je crois qu'il manque de souplesse. Il n'en a certainement pas assez au gré d'autrui. J'oublie difficilement les offenses qui me sont faites, et mon humeur mériterait sans doute l'épithète de vindicative. On ne me fait pas aisément changer d'opinion. Quand je retire mon estime à quelqu'un, c'est d'une façon définitive. Être incapable de pardonner? Eh bien, voilà qui est un défaut. Mais vous l'avez bien choisi, il m'est impossible d'en rire. Il y a, je crois, en chacun de nous un défaut naturel que la meilleure éducation ne peut arriver à faire disparaître. Le vôtre est d'une tendance à mépriser vos semblables. Et le vôtre, répliqua-t-il avec un sourire, est de prendre un malin plaisir à défigurer leurs pensées. Faisons un peu de musique, voulez-vous? Proposa Miss Bingley, fatiguée d'une conversation où elle n'avait aucune part. Vous ne m'en voudrez pas, Louisa, de réveiller votre mari? Mrs. Hurst n'ayant fait aucune objection, le piano fut ouvert, et Darcy, à la réflexion, n'en fut pas fâché. Il commençait à sentir qu'il y avait quelque danger à trop s'occuper d'Élisabeth. Chapitre 12. Comme il avait été convenu entre les deux sœurs, Élisabeth écrivit le lendemain matin à sa mère pour lui demander de leur envoyer la voiture dans le cours de la journée. Mais si Mrs. Bennet, qui avait calculé que ses filles resteraient une semaine entière à Netherfield, envisageait sans plaisir un si prompt retour. Elle répondit donc qu'elle ne pourrait pas avoir la voiture avant le mardi, ajoutant en post-scriptum que si l'on insistait pour les garder plus longtemps, on pouvait bien se passer d'elle à Longbourn. Élisabeth repoussait l'idée de rester davantage à Netherfield. D'ailleurs, elle ne s'attendait pas à recevoir une invitation de ce genre, et craignait au contraire qu'en prolongeant sans nécessité leur séjour, elle et sa sœur ne parussent indiscrètes. Elle insista donc auprès de Jane pour que celle-ci priât Mr. Bingley de leur prêter sa voiture, et elles décidèrent d'annoncer à leurs hôtes leur intention de quitter Netherfield le jour même. De nombreuses protestations accueillirent cette communication, et de telles instances furent faites que Jane se laissa fléchir et consentit à rester jusqu'au lendemain. Miss Bingley regretta alors d'avoir proposé ce délai, car la jalousie et l'antipathie que lui inspirait l'une des deux sœurs l'emportaient de beaucoup sur son affection pour l'autre. Le maître de la maison ne pouvait se résigner à les voir partir si vite, et, à plusieurs reprises, essaya de persuader Miss Bennet qu'elle n'était pas encore assez rétablie pour voyager sans imprudence. Mais, sûre d'agir raisonnablement, Jane ne céda pas. Quant à Mr. Darcy, il apprit la nouvelle sans déplaisir. Élisabeth était restée assez longtemps à Netherfield, et il se sentait attiré vers elle plus qu'il ne l'aurait voulu. D'un autre côté, Miss Bingley la traitait avec peu de politesse et le harcelait lui-même de ses moqueries. Il résolut sagement de ne laisser échapper aucune marque d'admiration, aucun signe qui pût donner à Élisabeth l'idée qu'elle possédait la moindre influence sur sa tranquillité. Si un tel espoir avait pu naître chez elle, il était évident que la conduite de Darcy pendant cette dernière journée devait agir de façon définitive, ou pour le confirmer, ou pour le détruire. Ferme dans sa résolution, c'est à peine s'il adressa la parole à Élisabeth durant toute la journée du samedi, et, dans un tête-à-tête d'une demi-heure avec elle, il resta conscieusement plongé dans son livre sans même lui jeter un regard. Le dimanche, après l'office du matin, eut lieu cette séparation presque unanimement souhaitée. Miss Bingley, au moment des adieux, sentit s'augmenter son affection pour Jane et redevint polie envers Élisabeth. Elle embrassa l'une tendrement, en l'assurant de la joie qu'elle aurait toujours à la revoir, et serra la main de l'autre, presque amicalement. Élisabeth, de son côté, se sentait de très joyeuse humeur en prenant congé. L'accueil qu'elles reçurent de leur mère en arrivant à Longbourn fut moins cordial. Mrs. Bennet s'étonna de leur retour et les blâma sévèrement d'avoir donné à leur hôte l'embarras de les faire reconduire. De plus, elle était bien sûre que Jane avait repris froid.
Mais leur père, malgré l'expression laconique de son consentement, était très heureux de les voir de retour. Ses filles aînées lui avaient beaucoup manqué. Il avait senti la place qu'elles occupaient à son foyer, et les veillées familiales, en leur absence, avaient perdu beaucoup de leur animation et presque tout leur charme. Elles trouvèrent Marie plongée dans ses grandes études et, comme l'habitude, prête à leur lire les derniers extraits de ses lectures accompagnés de réflexions philosophiques peu originales. Catherine et Lydia avaient des nouvelles d'un tout autre genre. Il s'était passé beaucoup de choses au régiment depuis le précédent mercredi. Plusieurs officiers étaient venus dîner chez leur oncle, un soldat avait été fustigé, et le bruit du prochain mariage du colonel Forster commençait à se répandre. Chapitre 13. J'espère, ma chère amie, que vous avez commandé un bon dîner pour ce soir, dit Mr. Bennet à sa femme en déjeunant le lendemain, car il est probable que nous aurons un convive. Et qui donc, mon ami? Je ne vois personne qui soit dans le cas de venir, sauf peut-être Charlotte Lucas, et je pense que notre ordinaire peut lui suffire. Le convive dont je parle est un gentleman et un étranger. Les yeux de Mrs. Bennet étincelèrent. Un gentleman et un étranger? Alors ce ne peut être que Mr. Bingley. Oh, Jane, petite rusée, vous n'avez rien dit. Assurément, je serais ravie de voir Mr. Bingley. Mais grand Dieu, comme c'est ennuyeux qu'on ne puisse pas trouver de poisson aujourd'hui. Lydia, mon amour, sonnez vite. Il faut que je parle tout de suite à la cuisinière. Ce n'est pas Mr. Bingley, intervint son mari, c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu. Cette déclaration provoqua un étonnement général suivi d'un déluge de questions que Mr. Bennet se fit un malin plaisir de laisser quelque temps sans réponse. À la fin, il consentit à s'expliquer. J'ai reçu il y a un mois environ la lettre que voici et à laquelle j'ai répondu il y a 15 jours seulement, car l'affaire dont il s'agissait était délicate et demandait réflexion. Cette lettre est de mon cousin, Mr. Collins, qui, à ma mort, peut vous mettre tout à la porte de cette maison, aussitôt qu'il lui plaira. Ah, mon ami, s'écria sa femme, je vous en prie, ne nous parlez pas de cet homme odieux. C'est certainement une calamité que votre domaine doive être ainsi arraché à vos propres filles, et je sais qu'à votre place je me serais arrangée d'une façon ou d'une autre pour écarter une telle perspective. Jane et Elizabeth s'efforcèrent, mais en vain, de faire comprendre à leur mère ce qu'était un entaille. Elle l'avait déjà tenté plusieurs fois, mais c'était un sujet sur lequel Mrs. Bennet se refusait à entendre raison, et elle n'en continua pas moins à protester amèrement contre la cruauté qu'il y avait à déshériter une famille de 5 filles en faveur d'un homme dont personne ne se souciait. C'est évidemment une iniquité, dit Mr. Bennet, et rien ne peut laver Mr. Collins du crime d'être héritier de Longbourn. Mais si vous voulez bien écouter sa lettre, les sentiments qu'il exprime vous adouciront peut-être un peu. Ah, pour cela, non, j'en suis certaine. Je pense au contraire que c'est de sa part le comble de l'impertinence et de l'hypocrisie que de vous écrire. Que ne reste-t-il brouillé avec vous comme l'était son père? Il paraît justement avoir eu à cet égard quelques scrupules, ainsi que vous allez l'entendre. Hunsford, par Westerham, Kent, 15 octobre. Cher monsieur, le désaccord subsistant entre vous et mon regretté père m'a toujours été fort pénible, et depuis que j'ai eu l'infortune de le perdre, j'ai souvent souhaité d'y remédier. Pendant quelque temps j'ai été retenu par la crainte de manquer à sa mémoire, en me réconciliant avec une personne pour laquelle toute sa vie il avait professé des sentiments hostiles. Vous voyez, Mrs. Bennet. Néanmoins, j'ai fini par prendre une décision. Ayant reçu à Pâques l'ordination, j'ai eu le privilège d'être distingué par la très honorable Lady Catherine de Bourgh, veuve de Sir Lewis de Bourgh, à la bonté et à la générosité de laquelle je dois l'excellente cure de Hunsford, où mon souci constant sera de témoigner ma respectueuse reconnaissance à sa grâce, en même temps que mon empressement à célébrer les rites et les cérémonies instituées par l'Église d'Angleterre. En ma qualité d'ecclésiastique, je sens qu'il est de mon devoir de faire avancer le règne de la paix dans toutes les familles soumises à mon influence. Sur ce terrain, j'ose me flatter que mes avances ont un caractère hautement recommandable, et vous oublierez, j'en suis sûre, le fait que je suis l'héritier du domaine de Longbourn pour accepter le rameau d'olivier que je viens vous offrir. Je suis réellement peiné d'être l'involontaire instrument du préjudice causé à vos charmantes filles. Qu'il me soit permis de vous exprimer mes regrets en même temps que mon vif désir de leur faire accepter tous les dédommagements qui sont en mon pouvoir. Mais de ceci, nous reparlerons plus tard. Si vous n'avez point de raison qui vous empêche de me recevoir, je me propose de vous rendre visite le lundi 18 novembre à 4 heures, et j'abuserai de votre hospitalité jusqu'au samedi de la semaine suivante. Ce que je puis faire sans inconvénient, Lady Catherine ne voyant pas d'objection à ce que je m'absente un dimanche, pourvu que je me fasse remplacer par un de mes confrères. Veuillez présenter mes respectueux compliments à ces dames et me croire votre tout dévoué serviteur et ami, William Collins. Donc, à 4 heures, nous verrons arriver ce pacifique gentleman.
C'est, semble-t-il, un jeune homme extrêmement consciencieux et courtois, et nous aurons sans doute d'agréables relations avec lui pour peu que Lady Catherine daigne lui permettre de revenir nous voir. Ce qu'il dit à propos de notre fille est plein de raisons, et s'il est disposé à faire quelque chose en leur faveur, ce n'est pas moi qui le découragerai. Bien que je ne vois pas trop comment il pourrait s'y prendre, dit Jane, le désir qu'il en a lui fait certainement honneur. Elizabeth était surtout frappée de l'extraordinaire déférence exprimée par Mr. Collins à l'égard de Lady Catherine et de la solennité avec laquelle il affirmait son intention de baptiser, marier ou enterrer ses paroissiens chaque fois que son ministère serait requis. Ce doit être un singulier personnage, dit-elle. Son style est bien emphatique. Et que signifient ces excuses d'être l'héritier de Longbourn? Y changerait-il quelque chose s'il le pouvait? Pensez-vous que ce soit un homme de grand sens, père? Non, ma chère enfant, je suis même assurée de découvrir le contraire. Il y a dans sa lettre un mélange de servilité et d'importance qui m'intrigue. J'attends sa visite avec une vive impatience. Au point de vue du style, dit Marie, sa lettre ne me semble pas défectueuse. L'idée du rameau d'olivier, pour n'être pas très neuve, est néanmoins bien exprimée. Pour Catherine et Lydia, la lettre ni son auteur n'était le moins du monde intéressant. Il y avait peu de chances que leur cousin apparût avec un uniforme écarlate, et depuis quelque temps, la société des gens vêtus d'une autre couleur ne leur procurait plus aucun plaisir. Quant à leur mère, la lettre de Mr. Collins avait en grande partie dissipé sa mauvaise humeur, et elle se préparait à recevoir son hôte avec un calme qui étonnait sa famille. Mr. Collins arriva ponctuellement à l'heure dite, et fut reçu avec beaucoup de politesse par toute la famille. Mr. Bennet parla peu, mais ces dames ne demandaient qu'à parler à sa place. Mr. Collins, de son côté, ne paraissait ni sauvage, ni taciturne. C'était un grand garçon, un peu lourd, à l'air grave et compassé et aux manières cérémonieuses. À peine assis, il se mit à complimenter Mrs. Bennet sur sa charmante famille. Il avait, dit-il, beaucoup entendu vanter la beauté de ses cousines, mais il constatait qu'en cette circonstance le bruit public était au-dessous de la vérité. Il ne doutait pas, ajouta-t-il, qu'en temps voulu, leur mère n'eut la joie de les voir toujours toutes honorablement établies. Ces galants propos n'étaient pas goûtés de même façon par tous ses auditeurs, mais Mrs. Bennet, qui n'était point difficile sur les compliments, répondit avec empressement. Ce que vous me dites là est fort aimable, monsieur, et je souhaite fort que votre prévision se réalise, autrement mes filles se retrouveraient un jour dans une situation bien fâcheuse avec des affaires aussi singulièrement arrangées. Vous faites allusion peut-être à l'entaille de ce domaine. Naturellement, monsieur, et vous devez reconnaître que c'est une clause bien regrettable pour mes pauvres enfants, non que je vous rende personnellement responsable. Je suis très sensible, madame, aux désavantages subis par mes belles cousines, et j'en dirai plus sans la crainte de vous paraître un peu trop pressée, mais je puis affirmer à ces demoiselles que j'arrive tout près à goûter leur charme. Je n'ajoute rien quant à présent. Peut-être quand nous aurons fait plus ample connaissance. Il fut interrompu par l'annonce du dîner, et les jeunes filles échangèrent un sourire. Elles n'étaient pas seules à exciter l'admiration de Mr. Collins. Le hall, la salle à manger et son mobilier furent examinés et hautement appréciés. Tant de louanges auraient touché le cœur de Mrs. Bennet si elle n'avait eu la pénible arrière-pensée que Mr. Collins passait en revue de ses différents biens. Le dîner, à son tour, fut l'objet de ses éloges, et il insista pour savoir à laquelle de ses belles cousines revenait l'honneur de plats aussi parfaitement réussis. Mais ici, Mrs. Bennet l'interrompit un peu vivement pour lui dire qu'elle avait bien le moyen de s'offrir une bonne cuisinière et que ses filles ne mettaient pas le pied à la cuisine. Mr. Collins la supplia de ne pas lui en vouloir, à quoi elle répondit d'un ton plus doux qu'il n'y avait point d'offense, mais il n'en continua pas moins à s'excuser jusqu'à la fin du dîner. C'est donc la fin de cette session de lecture. Donc là, on s'est arrêté au chapitre 13 et j'en profite juste pour vous donner la définition donc de entaille, ça s'écrit E-N-T-A-I-L, c'est vrai que je ne connaissais pas le terme, c'est disposition par laquelle un domaine, à défaut d'héritier mâle, passe à une autre branche de la famille. Oui, en même temps, c'est ce qui est effectivement sous-entendu dans le texte, c'est pour ça que les filles de Mr. Bennet ne pourront pas hériter du domaine. Et bien voilà, du coup c'est terminé pour ce soir. Bonne soirée à tous!